Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission je suis rejoint par Greg. Salut Greg. Salut, ça va? Ça va super bien et toi? Je suis très content de te recevoir. Eh ben écoute, moi j'ai vu de la lumière, je suis entré, donc je suis ravi que tu m'aies proposé ce petit épisode autour d'un concept et d'un jeu qui me parle beaucoup. Donc merci à toi, et je suis ravi d'être là. Formidable. Alors est-ce que tu veux te présenter un petit peu Greg pour les gens qui nous écoutent? Alors, ok, ben moi je m'appelle Greg, j'ai 43 ans, je suis un petit nordiste qui habite une petite ville à côté de la frontière belge qui s'appelle Waterloo et non pas Waterloo. Et je suis également podcasteur, actuellement actif sur un podcast qui s'appelle Agatha Christie, donc un podcast littéraire qui reprend la carrière d'Agatha Christie, la reine du crime, dans l'ordre chronologique de publication. Voilà. Et donc Très bien, et donc une fois on retrouve ça une fois par mois. Voilà, une fois par mois, on analyse, en général avec un ou une invitée, un épisode, et puis voilà, on disserte, on dit des bêtises, on fait des résumés, on parle de la vie d'Agatha. Et voilà, ça fait 1 an et demi maintenant que le podcast existe, puis on a une petite communauté très sympa de gens qui nous suivent, de tous âges, et qui se retrouvent autour de leur passion d'Agatha Christie. Super. Je recommande l'écoute. C'est vraiment agréable à écouter. C'est bonne ambiance. Vraiment, allez-y, les oreilles fermées. C'est gentil. Et donc, c'est au détour d'une discussion sur le Discord de Écoute ça par notre très chère dame que j'ai eu l'idée de t'inviter puisque on avait conclu tous les deux qu'on aimait beaucoup le jeu Tales of Symphonia sorti en 2003 au Japon, en 2004 sous nos vertes contrées sur Nintendo GameCube. Exact. Et donc, tu me disais en off que tu avais un rapport particulier avec ce jeu. Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance de travailler à une période de ma vie qui est bien lointaine maintenant, donc c'est-à-dire c'est entre 2004 et 2005. Donc, j'ai travaillé pour Nintendo en tant qu'intérimaire. Et donc, mon boulot, c'était de tester les jeux, et de relire les textes et voilà, de vérifier qu'il n'y ait pas de bugs. Mais principalement, mon boulot, c'était autour des textes. Et dans ces jeux, il y a eu un Pokémon, il y a eu des petits jeux, Wario, il y a eu Donkey Kong, etc. Mais il y a eu surtout le jeu qui a été un coup de cœur pour moi et qui était Tales of Symphonia, effectivement. Donc ça a été une découverte pour moi qui, quelques années auparavant encore, était plutôt joueur PC ou même, si on remonte un peu plus loin, joueur Mega Drive. Et puis là, j'ai pris une petite claque avec la découverte de cette saga. Et puis, bah voilà, quand on est payé en plus pour tester, c'est pas mal. On passe pas forcément de mauvais moments. Ah oui, c'est sûr que t'es bien tombé, quoi. T'es tombé à la bonne période pour faire ce boulot-là, parce que c'était des sacrés titres sur lesquels t'as eu la chance de travailler. Et puis on était fiers. Enfin, quand on passe X temps sur un jeu, puis en plus on sait que c'est un bon jeu, ben après, quand on sait, même si moi j'étais pas assez gradé entre guillemets pour avoir mon nom au générique, tu le sais quoi. Tu sais que les textes français qu'ont Mm. pu voir des centaines de milliers de joueurs, ben c'est en partie moi qui ai touché. Très modestement, hein, parce qu'on était quand même pas mal dans l'équipe, donc j'ai dû faire aller quoi, un dixième des textes du jeu, et peut-être même un peu moins, mais quand même.
Oui, bah, il faut dire que sur des jeux aussi massifs, ça reste une sacrée quantité de texte à vérifier. Ouais, et surtout que Nintendo, pour le coup, alors je sais pas comment c'est encore maintenant, parce que c'était quand même, comme je te le disais, il y a presque 20 ans maintenant, on ne rajeunit pas, mais Nintendo mettait vraiment le paquet sur la qualité des jeux qu'il testait. Donc, bah, sur Tales of, je sais plus combien on était, mais par exemple, on a fait Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille, et on était 20 par langue pendant 3 mois, et on était 4 langues. Donc il y avait 80 testeurs de 4 nationalités qui pendant 3 mois ont bossé dessus. Donc bien sûr, il reste toujours des bugs Mmh. ou des fautes d'orthographe à la fin. Mais quand ils te mettaient à l'époque, je vais un peu faire mon vieux boomer, tu vois, le saut de qualité Nintendo, tu pouvais leur faire confiance, quoi. C'est qu'ils avaient mis les moyens pour ça. Bah, ça se sent d'ailleurs, parce que c'est vrai que on n'y réfléchit pas à la traduction du jeu. On se dit pas: «Ah tiens, ça c'est un mot chelou qui a été traduit alors que c'est une expression idiomatique, et que dans le contexte ça veut pas dire ça». On n'a pas ce genre de problème, quand on y joue, donc on sent qu'effectivement ça avait été plutôt très bien fait. Ben, parlons un petit peu justement de ce Tales of Symphonia, en quoi ça consiste et dans quel contexte il est arrivé sur nos consoles. Qu'est-ce que c'est Tales of Symphonia? Alors, Tales of Symphonia, bah, c'est un JRPG, déjà. Après, que dire d'autre? C'est un jeu sur GameCube. D'après ce que j'ai lu, c'était d'ailleurs, à l'époque, il y avait relativement peu de JRPG, en tout cas en Europe, sur cette console. Ce qui fait que quand il est sorti, ça a été une découverte, et ça a été aussi un des premiers Tales of, parce que Tales of, c'est une série, qui a été traduit, donc localisé, comme on dit. Et du coup, ça a permis d'ouvrir de nouveaux marchés, et pour beaucoup de joueurs européens, dont moi, du coup, ça a été le premier Tales of qu'on a eu entre les mains. Ouais, bah, c'est le premier Tales of sorti en Europe. Et c'est impressionnant parce que la série commence en 1996 sur Super Famicom avec comment ça s'appelait déjà? Tales, Ouais, il y Tales a eu of un premier Fantasia, c'est pas ça le premier? Tales of Fantasia, Ouais. ouais, Tales of Fantasia, et en fait il y a plein de trucs de contexte dont on se rend pas compte quand on joue à Tales of Symphonia, en l'ayant découvert comme ça, comme premier Tales of sur sur GameCube. C'était aussi le premier Tales of complètement en 3D. Ouais. Et en fait, c'est une préquelle de Tales of Fantasia, où il y a plein d'éléments de Tales of Fantasia qui sont expliqués et dont l'émergence est vécue à travers les yeux du joueur dans Tales of Symphonia. Et ça, c'est un truc dont le public japonais a pu bénéficier et se rendre compte à sa juste valeur, alors que nous, bah, c'était juste un nouveau jeu, quoi. Ça, c'est vrai que c'est le côté un peu dommage. Pour nous, on a dû rater plein de refs, en fait. Ouais, 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 il y a plein de trucs qui devaient être vraiment waouh, ça vient de là et tout. Et en fait, nous, c'était juste le déroulement du jeu, quoi. Mais donc, ouais, t'as dit JRPG, donc vous pouvez réécouter l'épisode 9 de Texas Slowburn où je rebaptise le genre en aventure stratégique à sous-système ou AS. Euh, Ok. et donc, une des grosses spécificités des Tales of par rapport à des Final Fantasy ou à des Dragon Quest ou à d'autres Breath of Fire, c'est que c'est pas du tout un jeu en tour par tour. Que dans les phases de combat, on passe dans un écran spécifique où on va contrôler son personnage directement. On peut le déplacer pour éviter les effets des sorts, éviter les attaques des ennemis et faire des attaques soi-même avec un système de combo que ne renierait pas un Street Fighter ou un Tekken. Puisqu'il est possible d'avoir un compteur de combos très élevé en faisant attention au timing de ses techniques, en travaillant avec les autres membres de l'équipe, surtout s'il y a quelqu'un à côté qui tient la manette aussi, puisque c'était jouable jusqu'à 4.
Et donc, c'était vraiment excitant à l'époque de se dire, waouh, on a vraiment un système qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on joue à des JRPG, parce que pour beaucoup de gens à cette époque-là, l'expérience du JRPG se résumait à Final Fantasy VII et Pokémon en Europe. Et donc, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Ouais, puis alors moi, pour le coup, j'en ai fait quelques-uns des Tales of, hein, je pense que j'en ai fait, je les ai pas tous finis, mais j'en ai fait 7 ou 8 différents. Et celui-là particulièrement, je trouve qu'il a un système de combat qui est riche, mais sans être trop complexe, parce qu'il y a des épisodes qui l'ont suivi, où parfois vraiment, enfin, ça devient, Ah, il y a eu des errements. ouais, ça gâche le plaisir des fois quand le système est un peu trop complexe à maîtriser, ou alors tu fais tout le temps les mêmes trucs et puis voilà, tu trouves un pattern et puis tu bouges plus. Là, je trouvais que il y avait un bon compromis. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment l'épisode justement où il y a, après, il y a aussi l'effet nostalgie qui joue, mais où il y a un bon équilibre entre vraiment aussi bien les éléments de gameplay que les éléments d'histoire, etc., quoi. Oui, je suis d'accord que c'était. Bah, en plus, l'histoire, elle est. Enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a enfin, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens à l'époque, mais je sais que pour moi, il y a eu un gros malentendu sur l'histoire. C'est que. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce malentendu qui fait que c'est l'épisode qui a été choisi pour tester le marché européen. C'est que c'est un épisode où ça parle beaucoup d'elfes, de nains. On sent un peu une ambiance à la Tolkien. Au début, je voyais ça sous un angle. Ah ouais, c'est vraiment de la fantaisie à la papa. Et c'est cool de voir un jeu qui assume d'aller à fond dans ce délire-là. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas des elfes et des nains parce que c'est de la fantaisie à la papa, c'est des elfes et des nains parce que c'est une adaptation très libre, mais une adaptation quand même de toute la mythologie nordique. Et donc, c'est pas les elfes de Tolkien, c'est les elfes de la vraie mythologie nordique. Bah, de toute façon, on voit à quel point, enfin moi je fais aussi beaucoup de jeux sur téléphone, des gachas, des trucs comme ça, et tu vois à quel point les éditeurs japonais ont complètement intégré dans leur lore perso toutes les mythologies occidentales, donc aussi bien les mythologies Oui, grecques que les mythologies nordiques. Tu sens qu'il y a un gros kiff, c'est très fréquent que tu trouves des personnages qui s'appellent Apollon ou Thor ou des choses comme ça. Et là, comme tu dis, effectivement, il y a des références explicites. On trouve les elfes, on trouve l'arbre Yggdrasil, qui est l'arbre monde. Donc ouais, tout à fait. c'est assumé, quoi. Oui, c'est complètement assumé. Bon, ça m'a été passé loin au-dessus de la tête à l'époque. Quand j'étais lycéen, mais en y réfléchissant à nouveau, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est- ça tient debout, en fait, toute cette histoire. C'est juste que c'est moi qui n'avais pas compris. Et donc, ouais, un autre truc que j'avais beaucoup aimé, c'est que ça commence de manière presque caricaturale dans son classicisme, puisque on a l'histoire d'une élue qui doit sauver le monde en priant dans des temples. Il y a un ange qui vient la féliciter pour sa dévotion. Et elle est très serviable, elle est très douce et elle est accompagnée Elle est par. chiante, tu peux le dire. Ah, bah, enfin, tout le début, tout le début est un peu chiant exprès, si tu veux, pour un petit peu endormir la vigilance de la personne qui va jouer et découvrir l'histoire. Parce que c'est hyper classique, quoi. On a cette élue de la régénération qui s'appelle Colette. Elle est accompagnée par le personnage principal qui s'appelle Lloyd, qui est une espèce C'est de crétin au grand cœur. c'est ça, c'est le héros classique de Shonen. C'est le gars Ouais. dont la principale vertu est le courage. Voilà, c'est ça. Et ils ont aussi deux elfes avec eux. Janice, qui, comme son nom l'indique, est très très intelligent et pratique la Et magie. non pas, et non pas Et, Génis, du coup. Parce que et c'est non. vrai que Génis en français, ça passe pas très bien. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient pas essayé, les trad, de changer un petit peu le nom. T'aurais pu l'appeler Genius ou un truc comme ça. Enfin, un peu twister le truc, parce que là, ça faisait vraiment jeune vache, quoi.
Ah, parfois il y a des subtilités qui vraiment, t'as beau essayer d'expliquer à la traduction, ils en débordent pas. Mais je pense que c'était pour avoir, enfin, parce qu'il y avait les voix en anglais et je pense qu'ils voulaient que les noms coïncident avec le doublage anglais, qui était pas intégral, mais bien costaud quand même, hein. Il y avait des voix sur beaucoup d'éléments du jeu. C'est bien possible. Alors ça et alors je me rappelle plus qui était le traducteur français à l'époque, mais on savait aussi en fonction de qui, s'occupait de la traduction vers le français, il y avait des traducteurs qui changeaient assez facilement d'avis, il y en avait d'autres qui disaient: «Bon, t merci pour ta suggestion, mais non». Donc voilà, Voilà, c'est la vie, quoi. c'est ça. Donc on a encore on a Rain, qui est la grande sœur de Janice et qui est la maîtresse d'école du petit village où forcément habitent les héros, parce que dans un JRPG, tu commences dans un petit village paisible. C'est ça. Sur le chemin, le petit groupe rencontre un mercenaire mystérieux, taciturne, mais très stylé, qui s'appelle Kratos, et qui est l'archétype du mercenaire taciturne, mais très stylé. Ouais, bah, en fait, tous les personnages sont au départ, Sont archétypaux. ouais, exactement, sont très archétypaux et au fil de l'histoire, notamment via les scénettes, on en apprend un peu plus sur eux. Il y a parfois des twists un peu au niveau de la personnalité. On voit que ceux qui veulent apparaître vraiment très durs ont un petit côté soft. Ceux qui veulent un peu faire des désinvoltes, on trouve toujours un peu un ou deux sujets qui en fait, qui leur tient à cœur ou des choses comme ça. Donc, et ça aussi, c'était un des trucs qui m'avait plu dans le jeu, c'était à quel point, bah, alors ça reste des personnages caricaturaux, on va pas se mentir, mais il y avait quand même des petits twists qui venaient un peu nuancer et ajouter un peu de profondeur aux différents personnages. Oui, voilà, des trucs qui me faisaient beaucoup rire, qui me font encore rire à l'heure actuelle, c'est que le jeu est très généreux dans ses sous-systèmes et de tout ce qu'on peut faire. Et donc, il y a un système de cuisine. Et par exemple, dans le jeu, Rain, elle est très nulle en cuisine, mais elle est persuadée qu'elle est super forte. Oui. Et donc, elle se vexe beaucoup quand le reste du groupe ne se resserre pas de sa morue aux fraises, quoi. Ouais, Et, et ça, c'est des trucs, c'est des petites touches qui font que, ouais, on s'attache aux personnages malgré leur côté archétypal au départ. Et puis en plus, il y a une toile de fond sur cette histoire-là, qui est que le monde est dominé par une caste de demi-elfes qui se font appeler les Désians et qui sont extrêmement cruels avec les humains. Puisque ils les envoient dans littéralement des camps de concentration pour leur faire des travaux forcés, on comprend même pas pourquoi. Et c'est au cours d'une altercation avec des Désians que, vous l'aurez deviné, le village de Lloyd et ses comparses va être rasé en représailles. Et Lloyd va être banni et va devoir repartir à la recherche de ses compagnons qui sont partis sans lui pour régénérer le monde. Là, commence le jeu. Alors, on va pas entrer dans tout le détail de l'histoire, mais il va y avoir des gros spoilers, hein, ne vous inquiétez pas. Le jeu, la version japonaise a 20 ans, hein, donc les scrupules, on repassera. on peut se permettre. On peut se permettre. Moi, le truc que je trouve très rigolo, c'est que donc on a parlé, hein, toute l'histoire de la mythologie nordique qui est présente de manière très frontale, hein, puisque les noms des endroits un peu mystiques sonnent clairement scandinaves. Oui. Et puis il y a ce grand méchant qui apparaît, Yggdrasil, justement, l'arbre monde, sauf que là c'est un méchant, et il est très très méchant. Mais il y a aussi toute une très forte imagerie de la chrétienté et de l'Église catholique, puisqu'on trouve
on trouve des évêques avec des mitres d'une taille pas possible, des anges avec des ailes en plumes, des, des chants grégoriens en guise de musique et la lumière céleste qui illumine la scène à chaque fois qu'ils apparaissent. Et c'est... il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que une fois qu'on avance un petit peu dans le jeu et qu'on se rend compte qu'il y a une trahison de la part des anges qui en fait travaillent main dans la main avec les méchants désians, que tous les éléments pseudo-chrétiens en fait sont créés par le méchant qui règne sur le monde sans partage depuis genre 4000 ans. Et les éléments nordiques, eux, datent d'avant son accession au pouvoir. Et donc, on a cette opposition entre les aspects de mythologie nordique qui vont être entre guillemets naturels et les aspects de mythologie chrétienne qui vont être artificiels et associés aux antagonistes. Souvent, ouais, souvent dans les Tales of, effectivement, les responsables de culte, ils sont pas nets, quoi. Parce que... la religion, ça n'a pas bonne presse dans les Tales of. C'est surtout que dès que tu vois les gars qui sont un petit peu intégristes, t'as toujours des gens qui croient de manière finalement assez humble, qui finalement qui font pas de prosélytisme, hein, qui sont tranquilles dans leur coin. Et puis tu as toujours aussi un moment ce chef religieux qui vient dire bon ok, tu crois pas en moi ou tu t'opposes à moi, bah écoute, je vais te cramer la gueule, hein. Je pense qu'on va faire ça. Et ceux-là, effectivement, assez vite, on se rend compte qu'ils sont pas vraiment autant du côté du bien qu'ils veulent bien le dire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, cette question du côté du bien, elle va se poser dans la première partie du jeu, puisqu'on va rencontrer une mystérieuse Kunoichi, hein, une ninja assassine qui s'appelle Shina, et qui a l'air de vouloir éliminer Colette, l'élu. Et à force de la rencontrer plusieurs fois, les personnages sont amenés à discuter et finissent par se rendre compte que Shina, non seulement elle a de bonnes raisons de vouloir assassiner Colette, mais en plus, elle ne vient pas du même monde que Lloyd et comparse, puisqu'elle ne vient pas de Sylvarant, mais de Tefehala, le monde miroir, qui, d'après elle, serait destiné à décliner si jamais Sylvarant venait à être régénéré. Et ça l'inquiète beaucoup, et c'est pour ça qu'elle veut empêcher le périple de la régénération. Sauf que, qu'est-ce qui se passe après ? En fait, c'est ça. Déjà, comme tu l'as expliqué, finalement, il y a un monde plus complexe que prévu parce qu'il y a une espèce de... En fait, c'est deux mondes qui sont rattachés. Et en fait, il y a une espèce de système de vase communicant parce que on va dire ce qui justifie l'oppression, en tout cas la raison officielle de l'oppression des Désians, c'est le monde qui commence à manquer de mana. Mais sauf que ce mana, il peut être dans un monde ou dans l'autre. Donc en fait, dès qu'un monde commence à fleurir, l'autre périclite. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que Shina se dit, s'ils arrivent à sauver leur monde, ça veut dire que le nôtre va être condamné. Donc effectivement, quand tu découvres pour la première fois ce twist-là, tu te dis oui, c'est clair que effectivement c'est notre adversaire, mais ses intentions sont nobles. Et d'ailleurs, c'est là aussi un point commun de beaucoup de Tales of, c'est-à-dire que des alliés du départ virent vite ennemis et inversement. C'est-à-dire des gens que tu rencontres et qui sont un peu des antagonistes peuvent assez rapidement devenir des alliés. Oui, c'est vrai qu'il y a des retournements de situation, et d'ailleurs, peu de temps après, le groupe demande bien naïvement si c'est possible de sauver les deux mondes plutôt que de juste régénérer Sylvarant et de condamner Tefehala. Ce à quoi l'ange qui était le contact régulier du groupe jusque-là décide de buter tout le monde. Avec un authentique rire de méchant de dessin animé avant d'attaquer.
Euh, et là, C'est le drame. acculé, le groupe se retrouve vraiment en difficulté. Kratos les trahit et se révèle être du côté des méchants, et arrive ce fameux Yggdrasil, avec cette mécanique que moi j'aime bien dans les JRPG, mais qui peut parfois être frustrante parce que tu sais pas si c'est censé se passer comme ça ou pas, mais combat ingagnable. euh, tellement il est écrasant de... Alors, dans le jeu de base, oui. Après, en combat, en New Game Plus, c'est jouable. C'est dur, mais c'est jouable. Alors, en New Game Plus, le combat finit par s'arrêter. Il y a un timer, et si tu es encore en vie à la fin du timer, le combat s'arrête et la cinématique où tu te fais bolosser reprend. Ils ont prévu le coup parce que j'avais essayé. Hein. Et oui. Mais c'est d'ailleurs très frustrant d'ailleurs dans ce genre de jeu. Moi, malheureusement, je joue à beaucoup de jeux très chronophages. Et là, je suis à la fois sur Tears of the Kingdom et à la fois sur Xenoblade Chronicles 3. Et Ah, le fou. voilà. Moi, j'ai fini Xenoblade avant de commencer Tears of Ouais, the non, mais Kingdom moi, parce que je me suis dit, ça n'ira je suis pas un sinon. psychopathe. Et ce qui est très frustrant, c'est que j'ai en moyenne 25 niveaux de plus que tous les ennemis que j'affronte dans la quête principale, parce que j'aime bien un peu tout ratisser, ce qu'il y a. Et puis, il y a ces fameuses cinématiques où bah, tu bats le boss en 30 secondes chrono, et à la fin de la cinématique, ton personnage, il fait « Oh là là, sa puissance est vraiment phénoménale !» Putain, mais je viens de lui mettre une grosse volée, de quoi sa puissance, elle est phénoménale, quoi. Oui, c'est... Bon, on fait pas un épisode sur Xenoblade Chronicles 3, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au jeu. C'est un de ses plus gros défauts. Mais il y a des moyens de contourner ce problème-là si on s'y prend suffisamment à l'avance. Donc, on se retrouve dans TCALA, on se rend compte que TCALA, il y a une nouvelle galerie de personnages qui va s'ajouter au groupe. Avec la très taciturne Presea, qui est une petite fille qui manie une hache géante et qui a une force surhumaine. Le bravache Zélos, qui est l'élu de TCALA, et qui, comme il n'a pas de monde à sauver, se contente de faire le noblio dans la jet set. Et de draguer tout ce qui bouge. Et de draguer tout ce qui bouge. Il a d'ailleurs un pouvoir spécial qui fait que si vous le sélectionnez pour vous déplacer dans les villes et que vous parlez aux personnages féminins, il va les draguer et obtenir un objet en échange. Et on va aussi rencontrer Régal, un prisonnier en fuite qui cherche à se faire pardonner pour le terrible crime qu'il a commis et qu'il ne nie pas avoir commis. Ouais. Il est en pleine pénitence et d'ailleurs, pour justifier ça, il garde toujours les mains attachées. Donc ça, c'est particulier parce qu'il a un style du coup un peu capoeira, qu'il a les mains liées. Ouais. Il se bat uniquement avec ses pieds parce qu'il a juré de ne plus jamais utiliser ses mains pour faire du mal aux autres. Et oui. Et oui. Et du coup, ce sera pas sans rappeler pour les fans de Street Fighter le personnage de Cody qui se bat menotté parce qu'il est trop puissant s'il enlève ses menottes. Bah tiens, c'est pratique. Et d'ailleurs, la seule fois où Régal va se servir de ses mains pour libérer ses camarades d'une prison, il va faire une espèce de Hadoken avec ses mains pour casser les barreaux de la prison. Mais je crois d'ailleurs qu'à la fin de sa quête principale, tu peux trouver un moyen de lui libérer les mains une bonne fois pour toutes, mais j'en suis plus sûr. Oui, alors il doit y avoir un costume où il n'a pas les menottes, mais il se battra quand même avec ses jambes. C'est dommage. Ça, ils ont pas caché un deuxième set d'animation pour le personnage. Hein. Dommage. Mais donc on rencontre ces personnages-là, on se rend compte qu'il y a des machinations dans TTALA aussi, même s'il n'y a pas de Désian. Et un truc qui va commencer à mettre la puce à l'oreille à certains des personnages, c'est que ils ont les mêmes mythes fondateurs, les deux mondes, avec la guerre du mana et le héros Mythos qui a mis fin à la guerre avec ses trois compagnons. Alors déjà le héros, il s'appelle Mythos, quoi. Si oui, ça peut mettre une petite puce à l'oreille, hein, on ne sait pas. Et ce héros Mythos, dont on pense que... est-ce que c'est un personnage de légende? Est-ce que c'est un personnage historique? C'est pas clair.
Et donc, on finit par découvrir. Je fais une version ultra accélérée évidemment, mais vous allez vite comprendre pourquoi. On finit par découvrir que ce brave Mythos, c'est le chef des méchants, c'est Yggdrasil, puisque Yggdrasil c'est son nom de famille et Mythos c'est son prénom. Et après avoir perdu sa sœur, il a décidé de créer un monde où il n'y aurait plus de discrimination pour personne. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'il a réussi, mais il a déployé un pouvoir phénoménal pour scinder le monde en deux et faire en sorte qu'il y ait ce système où le mana se fait rare et doit être transvasé d'un monde à l'autre pour éviter que des armes de destruction massive comme le canon à mana dont il avait fait l'expérience du pouvoir dévastateur pendant la guerre ne puissent plus être fabriquées. Donc des intentions nobles mais qui mènent à un système qui fait souffrir énormément de gens et dont il décide de traiter les habitants du monde qu'il a créé comme des vermisseaux, puisqu'il parle mal aux gens quand il est sous sa forme de méchant. Carrément. Et puis, du coup, effectivement, on apprend que la sœur en question, bah, c'est la fameuse Martel, donc, qui est censée être la déesse rédemptrice pour laquelle on veut sacrifier Colette. C'est-à-dire que elle va pas mourir tout de suite, mais elle va être au fil du jeu déshumanisée, c'est-à-dire elle va perdre sa joie de vivre, ses émotions, etc. Parce qu'elle est censée devenir peu à peu le réceptacle de la réincarnation de Martel. Absolument. Et le but de toutes les quêtes de régénération qui ont eu lieu jusque-là, c'était de trouver un corps pour réincarner Martel, ce qui fait que quand on va au lieu de la régénération, il y a un véritable escalier en spirale de cercueil qui flotte dans les airs. C'est une image assez forte de voir tous ces élus qui sont morts un peu pour rien, on peut le dire. Et je pense que ça va être le moment pour ma première hot take et pour faire la scission avec l'épisode de la prochaine fois. C'est que ma première hot take, c'est que Christopher Nolan, je pense, est un grand fan de ce jeu, puisque en 2008 était sorti The Dark Knight, et dans The Dark Knight, on peut entendre Aaron Eckhart faire cette prophétie autoréalisatrice d'une ironie tragique que ne renierait pas le théâtre antique, à savoir soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir toi-même le méchant. Sachant que dans The Dark Knight, ensuite, il devient un double face et il devient très très méchant à partir de là. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mythos. Il a été un héros qui a sauvé le monde, mais comme il n'est pas mort en héros, il a eu largement le temps de devenir un tyran sanguinaire sans aucune considération pour les vies avec lesquelles il joue afin de nourrir sa seule obsession qui est de ressusciter sa sœur. Ouais, il y a aussi un petit côté Thanos, je trouve, du coup. C'est-à-dire que il y a un idéal qui peut sembler noble, en tout cas, dans sa conception. Mais après, le personnage, il est tellement prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins, que du coup, pour le petit bien qu'il compte faire, il fait quand même beaucoup, beaucoup de mal, quoi. Oui, et le cœur moral du jeu est très clair là-dessus. Ça ne marche pas. Il n'arrive pas à ressusciter sa sœur. Il n'arrive jamais à la ressusciter. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la noblesse du caractère de Mythos. Il est perdu. On ne peut pas le ramener à la raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la confrontation finale, parce que il veut se barrer avec la comète qui a fait venir les elfes sur ce monde, qui priverait le monde de son mana pour toujours et le condamnerait à disparaître. Et il y a des gens qui y vivent, donc ils veulent pas qu'il se barre, et donc ils vont le rattraper et lui botter le cul et réunifier les deux mondes. Mais ce sera pas sans problème, puisqu'on va pas en parler en détail, mais la réunification des deux mondes ne se fait pas sans heurts dans le second jeu, Tales of Symphonia, Dawn of the New World, Que je n'ai pas fait. traite un petit peu de ça. Je n'ai pas fait.
Bah, écoute, bah, c'est un jeu qui a une sortie un peu confidentielle en 2010 sur Wii, qui était ressorti dans la version HD sur PS3 quelques années plus tard, qui est pas forcément super facile à se procurer à l'heure actuelle. Donc c'est pas choquant que tu n'y aies pas joué. Donc on va arrêter cette première partie là. On se retrouvera dans 2 semaines pour la deuxième partie. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. On retrouvera aussi tout ce qui concerne Agatha Christie dans la description de l'épisode. Vous pourrez trouver tous les liens à ce moment-là. On est sur Discord, venez nous voir sur Discord, venez nous suivre sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram, @takesburn. Envoyez-moi un message par email hottakes.slowburn@gmail.com pour me dire que j'ai rien compris au jeu, évidemment. Et laissez-nous des commentaires 5 étoiles, même pour dire que c'est pas bien, tant qu'il y a 5 étoiles, ça va. Toutes les plateformes font ça, que ce soit du Apple Podcast, du Spotify, du Podcast Addict, tout commentaire sera le bienvenu. Un dernier mot avant qu'on se sépare pour cette première partie, Greg ? Non, vivement la suite, il y a encore pas mal de choses à discuter, donc... Il y a énormément de choses à discuter. On va entrer dans le très très vif du sujet la prochaine fois. D'ici là, je suis Mythe et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en régénérant le monde. Allez, salut tout le monde. Salut.